Bon bah l'équipe, maintenant on n'a plus qu'à tester. En vrai, je pense que ça s'arrête sur l'os. Si je me suis raté dans les calculs, ça va me couper le doigt. Donc je suis pas si serein que ça. Il a fait du bruit quand il est tombé. Mais bon, la science avant tout. Une fois, deux fois. Ça, c'est moi. Je suis actuellement en train de tester ma dernière invention, une guillotine aléatoire trancheuse de doigts. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je l'ai fabriquée à partir de simples bouts de bois et comment j'ai réussi à la rendre aléatoire. D'ailleurs, c'est pas un tutoriel, hein. Je veux pas que dans mes commentaires il y ait des... Vous êtes prévenus, mais maintenant, je peux vous expliquer en détail ce que j'avais en tête. C'est une guillotine miniature où tu entres ton doigt dans la lunette. Tu appuies ensuite sur un petit bouton relié à un microcontrôleur et qui, une fois sur 6, va activer le système mécanique lâchant la lame sur ton doigt. Ça a l'air amusant, n'est-ce pas? Allons créer ça en commençant par la préparation du bois. Attention. Comme matériau de départ, on va utiliser cette palette parce que c'est super intéressant comme matériau. Très intéressant parce que ça coûte pas cher en fait. Le rat. C'est ça, le Discret, but du jeu. prudent, Et intelligent. On a notre bois, mais il est complètement inutilisable en état. Il est beaucoup trop dégueulasse et rempli d'aspérité. On va donc décaper et poncer tout ça. Et ce grâce à du papier abrasif P40, P80, P120, P180. La valeur après le P, c'est le nombre de grains par pouce, sachant qu'un pouce, c'est 2,54 cm. Donc plus le nombre est petit, plus les grains seront gros et feront un ponçage grossier. On commence donc par un ponçage en P40, afin d'enlever rapidement les diverses salissures, aspérités ou même petits éclats. On continue avec notre P80 pour affiner la surface en éliminant les rayures laissées par le P40 et on termine avec le P120 pour lisser les diverses rayures laissées par le P80, ce qui nous donne un bois plutôt agréable de toucher. Super, ça fait une planche et bah il nous en reste 6. Dans cet environnement, une trompe s'avère très utile. C'est parfait, maintenant on a tout notre bois de prêt. Il n'y a plus qu'à créer la guillotine. Juste avant qu'on commence, je te montre le plan. La partie principale de la guillotine est le tranche-doigt. C'est celle ici dessinée en noir. Tu poses ton doigt dans la lunette et la lame te tombe dessus. Vient ensuite la planche en rouge où tu peux attacher ton poignet. Pour soutenir ces deux parties, nous allons créer un socle qui va aussi contenir l'électronique avec le petit panier où sera placé le bouton. Bref, voici un résumé de chacune des pièces qu'on va créer. On va les fabriquer dans l'ordre, donc en commençant par la lame. Ici, la solution la plus efficace aurait été de découper une plaque d'acier. Mais j'ai pas le matériel nécessaire. Donc je vais utiliser cette lame de cutter comme base que je vais découper à 90 degrés comme dans la pure tradition. Pour mieux couper, la lame, au lieu d'être façonnée en croissant, devrait être triangulaire. Et là, je suis complètement dépité. Ça peut se voir à ma tête d'ailleurs. La lame s'est fendue sur le dernier centimètre. J'avais bien la haine, mais c'est pas si grave que ça. On a juste à limer. Finalement, j'ai trouvé un bout de bois qui colle plutôt bien avec cette nouvelle largeur, donc je le creuse pour y insérer la lame. Et voilà le premier résultat. C'est sympa, mais l'assemblage a deux gros défauts. Déjà, c'est moche, ça donne pas envie d'y poser notre doigt, et c'est clairement pas assez lourd. C'est lourd ou pas? Ça pèse à peine 8 grammes. Ça va simplement rebondir et non couper comme on voudrait. Donc j'ai rajouté ces deux petites pièces en acier qui permettent d'alourdir la lame à 40 grammes. Et voici la lame que j'ai créée. J'ai collé le bout de cette lame dans un morceau de bois que j'ai coincé dans un profilet en aluminium. En plus d'être relativement esthétique, ce prototype est très résistant en cas de choc, notamment grâce aux poteaux métalliques. C'est sympa tout ça, mais le plus important c'est quand même que ça coupe bien. Et pour ça, on peut influer sur plusieurs paramètres dans la guillotine. Premièrement, l'aiguisage de la lame. Plus la lame est aiguisée, plus la surface de contact sera petite, ce qui va permettre de rentrer plus facilement dans le doigt. De plus, l'aiguisage de la lame va permettre de réduire son angle. Or, cette réduction va modifier la direction des forces de frottement contre notre lame, ce qui va nous permettre d'être moins ralenti dans le doigt. Sa masse, car d'après la seconde loi de Newton, en augmentant la masse de la lame, on augmente proportionnellement la force qui sera appliquée sur le doigt. Et enfin, la hauteur de la lame par rapport à la main. En effet, plus on la lâche de haut, plus elle va accumuler de la vitesse lors de sa chute, ce qui va augmenter l'énergie lors de l'impact sur le doigt. Et c'est pour ça qu'on va créer un haut montant. Ce sont les deux poteaux qui vont permettre de diriger la lame verticalement vers le doigt. Pour ce faire, je les creuse en forme de gouttière, ce qui va coincer la lame et la forcera à se déplacer uniquement dans le sens de la longueur. J'ai d'abord creusé pour avoir les bords intérieurs de ma gouttière, puis j'ai enlevé toute la matière au centre grâce à une scie. Cette technique permet d'extraire une grosse partie du bois, mais laisse encore plein de petites aspérités comme on peut le voir ici. Qui cherche quoi là? Je sais pas, il y a une épine ou... Il y a une écharde? J'ai donc lissé tout ça pour que la lame puisse tomber sans s'accrocher sur les bords, ce qui nous donne cette douceur.
On passe ensuite au chapiteau. C'est la partie supérieure qui permet de relier les montants. Je découpe la pièce en forme de trapèze avant de la poncer pour lui donner une forme légèrement arrondie et je la termine en perçant un trou pour laisser passer la corde. C'est parfait, la lame peut maintenant tomber verticalement sur notre doigt, mais il faut bien pouvoir le garder en place et pour ça, on va créer la lunette qui va empêcher au doigt de se relever. Je perce un premier trou grâce à une perceuse à colonne avant de l'élargir. Et on réduit la largeur pour pouvoir placer la lunette entre les montants. Ensuite, on passe à la planche qui va être composée d'une partie supérieure où on posera notre main et d'une partie inférieure qui sera bloquée sur le socle. On pourra y attacher une ceinture pour bloquer notre poignet. Petit coup de sciage et on colle le tout. La pâte à tartiner algérienne El Morgen. Puis, on fabrique le socle qui est simplement composé de 3 planches. C'est là-dedans qu'on va placer le système électronique et mécanique. Et si vous vous souvenez bien, il reste le panier. Il va contenir le bouton sur lequel on va appuyer pour déclencher le système mécanique et électronique. J'ai d'abord créé une pièce rectangulaire dont j'ai limé les angles pour les arrondir. Je creuse ensuite l'intérieur du panier grâce à une perceuse à colonne. Et je lisse cet intérieur grâce à diverses limes et bandes de ponçage. En parallèle de ça, je soude le bouton. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir les problèmes de la dernière fois. Souvenez-vous. J'en ai marre. C'est pas possible. Ah, mais c'est trop serré là. Il est maintenant parfaitement ajusté au panier. C'est nickel. Maintenant que j'ai toutes les pièces, je vais assembler le tout et je vous laisse voir le résultat. Ici, on peut voir la nouvelle pièce qu'on a créée afin de maintenir les montants sur le socle. Ils étaient en effet trop fins pour pouvoir être directement collés ou accrochés grâce à des clous. Donc on a créé cette pièce intermédiaire à laquelle on a collé et cloué les montants. On peut d'ailleurs les voir juste ici et on a finalement vissé ce cadre au socle. J'ai aussi pensé à rajouter cette petite cale pour éviter qu'on enlève la planche au dernier moment. Parce que si on peut enlever la main, c'est plus rigolo. Je perce ensuite un trou dans le socle pour pouvoir y passer les fils du bouton. Je m'occupe ensuite de la lunette en la coupant à la bonne largeur avant de la coller. Je crée aussi cette petite pièce que je vais coller au chapiteau pour pouvoir tenir le montant. Et on laisse ça reposer la nuit pour admirer l'assemblage final. Oh là, je suis bloqué. C'est pas trop mal, mais il manque ce petit truc pour donner un vrai aspect au bois. Je vais donc passer un coup de vernis pour donner un aspect plus sombre et ténébreux à notre guillotine. Et évidemment, il faut toujours poncer un petit coup au P180 et au P240. Je vais finalement passer ici 3 couches de vernis à 4 heures d'intervalle. J'en utilise ici un brillant sombre pour lui donner cet aspect plus froid qu'on veut pour la guillotine. Et entre 2 couches, il faut toujours reponcer un peu. Ce qui nous donne cette guillotine. Elle est belle, hein? Franchement, je suis pas mécontent du résultat. Mais c'est pas fini. Il nous reste à voir les systèmes électroniques et mécaniques. Pour activer le système mécanique, il faut accrocher le bout de la corde sur le bout de la planche. Et pour le déclencher, il suffit de faire glisser ce bout de corde hors de la planche. Et tu sais comment on va faire bouger cette petite planche? Grâce à un servomoteur. C'est un moteur commandé en angle. Cela signifie qu'il va transformer un signal, ici PWM, en angle à atteindre. Mais comment est-ce qu'on fait tourner un servomoteur d'après toi? Pour ça, on doit l'alimenter et communiquer avec lui. On va lui fournir de l'énergie électrique grâce à une batterie et les commandes seront transmises par un petit ordinateur de contrôle, le SP32. C'est un microcontrôleur qui va donner l'ordre de tourner d'un certain angle au servomoteur. Cela va donner un mouvement à la petite planche, ce qui va faire glisser la corde et la lame avec elle. Et c'est là que tu te demandes, mais il est où l'aléatoire là-dedans? J'ai programmé mon ESP32 pour que quand on appuie sur le petit bouton, il choisisse aléatoirement un nombre entre 1 et 6. Si le nombre est entre 1 et 5, il ne se passe rien. Et si c'est 6... D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle d'aléatoire par-ci par-là, mais ça n'existe pas. Et de façon générale, une roulette russe, c'est pas aléatoire non plus. Lorsqu'on fait tourner le barillet, on applique une certaine force, les cartouches ont une certaine masse, il y a un certain nombre de frottements à l'intérieur. Bref, il existe plein de paramètres qui influent sur le jeu. Et on considère que c'est un jeu de hasard parce que nous, humains, n'arrivons pas à mesurer tous ces paramètres. Il y a des gens bêtes. C'est pas de leur faute. Mais si on les connaissait, il nous serait extrêmement simple de calculer la position de la cartouche dans le barillet. Ce qui nous permettrait d'éviter facilement de se tirer une balle à chaque tir.
Et en informatique, c'est le même principe. L'aléatoire n'existe pas. Pour générer un nombre inconnu, on utilise un générateur pseudo-aléatoire. C'est simplement une fonction avec une ou plusieurs variables en entrée qu'on appelle graines et qui produit un nombre en sortie. On les qualifie de pseudo-aléatoires parce qu'ils sont complètement déterministes. En fait, ça signifie que pour une même graine, on aura toujours le même résultat. Donc en fait, c'est pas vraiment aléatoire. Il n'y a que le choix des graines qui l'est. Et en tant qu'humain, évidemment, on n'y a pas accès. Par exemple, le temps en millisecondes est souvent utilisé comme variable d'entrée car il est beaucoup trop précis pour l'humain. Par contre, une machine serait totalement capable de le calculer. Ça voudrait donc dire que, théoriquement, les machines pourraient décider de nous couper tous les doigts. Voilà. Si je joue contre une machine, je perds tout le temps. Donc je vais pas jouer contre les machines. Non. Bon bah voilà, hein. J'ai tout expliqué. Maintenant bah y a plus qu'à trouver des gens pour aller tester ça. Premier test, normalement j'ai fait tous les calculs, normalement mon doigt devrait pas être coupé, j'ai mis un strap au cas où pour plus de protection, mais je suis plutôt confiant dans la théorie. Allez, on place le doigt, le poignet il tient bien, maintenant on teste. 1, 2... Ok, ça a l'air d'aller. En fait, c'est beaucoup trop léger. J'ai tellement sous-dimensionné la masse de la lame que ça n'arrive même pas à couper une petite knacky. Donc un doigt, on n'en parle même pas. Mais évidemment, on va rectifier tout ça. On va passer de 40 à 150 grammes. Et pour ça, on va rajouter 6 poids de masse individuelle d'environ 18 grammes. Et en testant sur une saucisse, on a... En 2 coups, on arrive à la couper. Même chose pour la carotte. Ça vient s'enfoncer suffisamment profond, mais pas assez pour la couper en entier. Et maintenant, testons sur un doigt. On se retrouve pour le système à 150 grammes. On a vu ce que ça a fait sur une saucisse. En théorie, ça devrait encore aller pour mon doigt, mais là, on commence à se rapprocher de la limite où ça peut commencer à faire très mal. Allez. Vive la science. C'est parti. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça fait un peu plus mal, mais je pense que ça va. Franchement, ça commence à être pas mal. Mais qu'est-ce qui se passerait si on rajoutait 100 grammes supplémentaires pour passer à 250 grammes? Non, mais... Let's go! Ça marche! C'est sympa les saucisses et les carottes, mais ce que vous voulez voir, c'est sur un doigt, je le sais. Bon bah voilà, on se retrouve devant le dernier prototype. Il est vrai que ça commence à faire très lourd, donc j'ai mis cette fois 3 protections. J'en avais mis 2, mais... On va en mettre 3. Théoriquement, ça tranche le doigt jusqu'à l'os. Donc c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la rigolade. Surtout reproduisez pas ça chez vous, parce que c'est un jeu vraiment dangereux pour le coup. On passe la main, on tient le poignet, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce projet ? Ça coupe. En vrai, je pense que ça s'arrête sur l'os. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à aller voir la vidéo précédente où j'ai créé un lanceur Beyblade allant à 50 000 tours minute.